Donc, je me présente, je suis Stéphane Le Chonnetier, je suis chargé de projet au Corévi PACA Ouest Corse, et j'ai le plaisir d'introduire ce premier webinaire sur le chemsex de notre territoire. Cette proposition de webinaire est une des résultantes d'un groupe de travail chemsex qui est grandement soutenu par l'association Vers Marseille sans sida et sans hépatite, et qui est composé par différents professionnels des Bouches-du-Rhône, qui travaillent au quotidien avec des personnes concernées par le chemsex. L'objectif est de pouvoir se réunir et d'échanger sur les différentes réalités du chemsex, d'animer une véritable veille pluridisciplinaire. J'en profite pour les remercier pour leur investissement dans ce groupe de travail et tous les échanges qui en découlent. L'an dernier, nous avons pu proposer une première journée sur cette thématique qui a eu lieu en octobre 2023 à Marseille à destination des professionnels. Une seconde édition est en train d'être organisée. On est en train de la façonner pour qu'elle soit aussi à destination des personnes concernées. Vous pouvez dès maintenant booker les 11 et 12 octobre 2024, mais on aura l'occasion de communiquer par la suite sur cet événement. Pour en revenir au webinaire, 4 sont prévus sur 2024. L'objectif est bel et bien de pouvoir partager des connaissances et de relayer des informations sur le chemsex qui, on le sait, questionnent et bousculent les pratiques et postures professionnelles. Sachez dès maintenant que le second webinaire aura lieu le mardi 11 juin, mais on reviendra aussi pour vous donner les infos. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Muriel Grégoire, qui est médecin psychiatre addictologue et chef de service du XAPA, la Villa Floréal à Aix-en-Provence. Avant de lui laisser la place, sachez juste qu'on ne partagera pas le PowerPoint, mais que le webinaire est enregistré et il sera accessible sur le site du Corévi et sur nos réseaux sociaux. Nous allons scinder ce temps de webinaire en 2 parties. Dans un premier temps, le docteur Grégoire vous fera une présentation du chemsex, va vous partager des définitions, vous parler de produits psychoactifs et aussi de facteurs de vulnérabilité. Après ce premier temps, nous vous donnerons l'occasion de pouvoir lui poser des questions pendant 15-20 minutes. Ensuite, Muriel reprendra la présentation et vous parlera d'orientation et de différentes modalités de prise en charge des personnes concernées par le chemsex. Et vous pourrez de nouveau lui poser des questions. Alors, pas d'inquiétude, c'est normal que vous ne puissiez pas activer vos micros. Vu que vous êtes nombreuses et nombreux, on activera les micros au moment des questions. Je vous souhaite un bon webinaire à toutes et tous. Et Muriel, je te laisse la place. Merci. Alors, déjà, merci pour cette organisation, parce que c'est vrai que ça laisse la possibilité, en tout cas, de pouvoir échanger et transmettre des choses à des personnes qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Et voilà, ce format est vraiment intéressant. Alors, donc on a fait effectivement, on a construit tout ça à plusieurs et plusieurs enfin, pluridisciplinarité, avec des médecins, avec des éducateurs, avec des intervenants de prévention, avec des chimistes, et puis avec le Corévi, que je remercie encore, et merci sans sida. Alors, moi, donc tu m'as présenté, je suis psychiatre addictologue et je suis chef de service du XAPA, la Villa Floréal. Alors, le XAPA, c'est un centre de soins et d'addiction et de prévention et d'accueil de toute addiction. Moi, par rapport au chemsex, c'est vrai, j'ai aussi sur Marseille une consultation au spot Longchamp, le mardi en fin d'après-midi, une fois par semaine, toujours dans le cadre de donc, ces consultations de chemsex. Et j'ai aussi une consultation qui est en convention, une mise à disposition avec l'hôpital européen le jeudi matin au service infectieux. Parce qu'effectivement, c'est des problématiques, notamment autour du VIH et de l'hépatite C, qui sont, qui touchent clairement un certain nombre de nos chemsexeurs. Et c'est aussi par ce biais que je vois, que je reçois des chemsexeurs qui m'ont été orientés donc, par des collègues plus infectiologues ou généralistes qui s'occupent particulièrement du VIH ou de l'hépatite C. Donc voilà, c'est aussi 2 portes d'entrée qui sont importantes et intéressantes. On ne rentre pas que par la dictologie, d'une part parce que toutes les personnes ne sont pas addictes ou ne se sentent pas, et d'autre part parce que des fois, ils n'osent pas aussi ouvrir nos portes. L'histoire aussi, en tout cas moi, des prises en charge autour du chemsex ont commencé il y a déjà quelques années. Donc c'était en 2011 quand je travaillais à l'hôpital Marmottan à Paris, où donc la première personne qui faisait du slam, je vous expliquerai ce que c'est, a passé la porte. Donc depuis 2011, en fait, je reçois des chemsexeurs, alors pas que, hein, j'ai aussi d'autres types d'addictions ou de problématiques d'usage. Et puis, mais voilà, donc ça fait quand même 12-13 ans maintenant que je vois un certain nombre de chemsexeurs
Et c'est en ce sens aussi, du coup, que que je me permets de transmettre ce que je peux voir, ce que je peux observer, interpréter aussi, et aussi en fonction de certaines littératures, bien sûr. Voilà pour ma présentation. Eh bien, je crois que je vais commencer le diaporama où dessus, donc c'est vraiment la base à partir surtout de conclusions cliniques et aussi de quelques lectures, mais beaucoup d'appréciations cliniques que que je fais ce travail. Donc, le chemsex, c'est quoi? Alors, on en parle maintenant quand même beaucoup plus qu'avant. Donc, la définition du chemsex, en fait, le terme en entier, c'est chemical sex. C'est un nom anglais, en fait, un nom communautaire anglais qui a été donné il y a déjà une dizaine d'années en Angleterre par la communauté. C'était donc l'idée donc la définition principale, c'est prise de produits psychoactifs avec une intentionnalité d'avoir de la sexualité. La question de l'intentionnalité est vraiment très importante, puisque, évidemment, ça existe, vous allez me dire, prendre des produits, avoir faire du sexe avec, ça fait très longtemps que ça existe. On dira plutôt, dans ce cadre-là, l'usage sexualisé des drogues. Mais là, c'est plutôt, on prend le produit vraiment pour avoir du sexe, avec quand même une autre intention qui est d'augmenter le plaisir, et d'augmenter de varier les pratiques. Et c'est vraiment deux points qui sont très importants. C'est les produits qui accompagnent ces pratiques sont principalement psychostimulantes. On verra quel type de psychostimulant. C'est pas non plus tous les psychostimulants. En France, on va en parler tout à l'heure, on a principalement ce qu'on appelle les catinones. Alors que dans d'autres pays, c'est très franco-français. Alors ça se diffuse un petit peu ailleurs, mais on est quand même surtout sur les psychostimulants. Et dans les autres pays anglo-saxons notamment, ou même en Espagne, etc., on est plus sur la méthamphétamine. Sachant que la méthamphétamine est quand même très peu accessible en France, surtout au vu du prix, en fait, qui est très prohibitif comparé d'ailleurs à d'autres produits. Après, ils ont des différences quand même aussi d'effets. On verra ça tout à l'heure. Et ou le GHB qui se diffuse aussi d'ailleurs dans d'autres publics, mais en tout cas dans le cadre sexuel est quand même principalement dans le contexte chemsex. Tout ça pour exacerber le plaisir. Le slam, c'est quoi? Le slam, c'est du chemsex, mais on injecte les produits. Donc, les produits sont pris en injection en intraveineux. Alors slam en anglais, alors c'est pareil, hein, c'est un terme plutôt communautaire. Alors on connaît le slam dans la musique, ça n'a rien à voir. Slam, ça veut dire claquer en anglais. Donc on imagine en fait c'est la claque de l'effet du produit. C'est d'ailleurs les premiers chemsexeurs qu'on a vu arriver hein, dans les centres de soins et aussi les centres communautaires pour demander de l'aide, étaient plutôt quasiment tous slameurs. Ça aussi, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, dans quel milieu on retrouve ça? Le chemsex, c'est quand même principalement de très grande majorité milieu HSH, donc les hommes qui font du sexe avec les hommes. Bon, plus homosexuel, mais quand même HSH. Je vous ai mis 5 croix parce que, en tout cas, pareil, hein, dans les demandes nous, on a sûrement un regard biaisé, hein, on est des centres de soins, mais il y a aussi des centres communautaires, et c'est pas que du soin, c'est de la prise en charge, c'est la question des infections, c'est la question bon, qui est diverses et variées, mais en tout cas, on est quand même sur ce public-là. On a le public trans, parce que c'est un public quand même il y a plus de public trans aujourd'hui, et public queer, où effectivement, là, la question de genre, etc., elle est quand même plus mouvante. Mais on reste encore une fois quand même sur des publics surtout hommes. On a pu entendre, lire certaines études, certains questionnaires, certains travaux qui parlent d'une évolution des pratiques vers, vers les femmes. Bon, honnêtement, en pratique, on n'en voit pas, on en voit très très peu. Et c'est principalement dans ce cas-là des personnes qui vont être proches de ces communautés-là. Donc, c'est parce qu'on verra bien les spécificités comme un petit peu au chemsex. D'abord, encore une fois, parce que le chemsex, ça reste un terme communautaire, gay. En tout cas qui est né dans ce milieu-là. Et on verra aussi, encore une fois, d'après les spécificités, les facteurs de risque, notamment d'addiction, à quoi elles sont liées. C'est quand même des facteurs qui sont plus spécifiques
ces milieux. Les types de produits plus utilisés, c'est donc les catinols, je reviendrai dessus. En ce moment, les plus connus, ce que vous pourriez entendre dans un cabinet ou dans vos centres, dans les centres, ça va être la 3, ce qu'on appelle ça la 3. Surtout la 3-MMC, aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup. On n'est plus sur la 3-CMC, même il n'y en a plus beaucoup non plus. On expliquerait pourquoi. On est plus sur la 2. Après, on vous aurait un webinaire plus spécifique sur les produits, donc je ne prendrai pas non plus trop dessus. Et le GHB. C'est vraiment les deux produits les plus utilisés. Bon, j'aurais pu mettre le poppers, mais il est aussi très peu utilisé aujourd'hui, à l'inverse, il y a une dizaine, une quinzaine d'années. On peut évidemment avoir d'autres produits associés, méthamphétamine, ce que je vous disais, donc c'est ce qu'on appelle l'ice, le cristal. Euh, mais en France, c'est assez rare, c'est plutôt un épiphénomène encore. Si les personnes ont des copains ou l'entourage qui sont partis à Berlin, à Londres, à Barcelone, qui sont venus avec un petit stock, mais enfin, on en voit très peu. Enfin, on en voit un peu quand même. Cocaïne, mais pareil, peu décrite, parce que d'abord, effectivement, les effets, c'est pas les mêmes, tout à fait, que les kétinols. Et puis, c'est plus cher. Quand même, vu l'usage et vu la durée aussi de certaines soirées, certaines parties, cocaïne, c'est quand même un produit qui est bien cher, qui ne font pas exactement les mêmes effets. Les amphétamines classiques, mais pareil, c'est assez anecdotique. La kétamine, qui est plus un produit, on va dire, d'accompagnement, et ça va être pris de manière très, en général, évidemment, pas faire 100%, de manière plus légère ou des toutes petites doses à certains moments. Mais c'est pas très prisé, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes effets d'excitation qu'on peut avoir avec les psychostimulants, poppers, alcool, Viagra. Donc le Viagra et Cialis, vous comprenez bien que c'est plus pour accompagner les autres produits qui parfois font qu'on a de l'impuissance, voilà, il y a pas d'érection, il y a des problèmes. Donc, on va accompagner ça, d'où aussi certains risques, et notamment pour les gens qui prescrivent ce type de molécules, ne pas oublier de demander, alors ça ne veut pas dire que c'est pas une contre-indication absolue, ça va dépendre, mais en tout cas, il faut faire attention et pouvoir le dire. L'alcool, on voit plutôt des personnes qui vont boire plutôt entre les sessions que pendant les sessions. C'est pas quelque chose de très fréquent. L'alcool pendant les sessions avec chemsex, déjà, une raison qui est sur le risque de mélange avec le GHB, on verra tout à l'heure. C'est deux molécules, deux produits qui vont pas très bien ensemble. Donc, ça a commencé dans les pays anglo-saxons il y a plus d'une quinzaine d'années. Et chez nous en France, en tout cas dans les centres, encore une fois, ça fait déjà 12-13 ans qu'on a des patients qui ont commencé à venir demander de l'aide. Le centre communautaire peut-être un peu avant, mais c'est probablement un peu plus ancien comme pratique. Mais avant, on avait plus des gens qui sortaient et qui après finissaient en soirée, etc. Et là, on a des gens qui commencent que par ça et qui ne font plus que ça. Ce qui est aussi important dans le chemsex, c'est la dimension du numérique dans la sexualité, mais aussi dans les produits. On y reviendra. Ben, le téléphone, les écrans, recherche de partenaires via les applis, de regarder des images, que ce soit des vidéos ou des photos, donc qui vont participer à une forme d'excitation. On a le téléphone pour pouvoir appeler d'autres personnes, pour les faire venir dans les soirées. C'est vrai que cette dimension-là fait partie aussi du chemsex, en fait, aujourd'hui. Et puis aussi, comment la personne pourra acheter aussi les produits. Sans Internet, le chemsex ne serait probablement pas développé de la même manière, comme d'autres choses, vous me direz. Alors, les effets recherchés euh, avec les produits dans le chemsex, tout ça, c'est un panel un peu de ce que les gens nous rapportent, hein. Donc, j'ai fait un petit résumé. Donc, stimulation, première chose qui est mise en avant, c'est une stimulation intellectuelle et physique, avec une excitation aussi, hein, avec une excitation ressentie par le fait de prendre des produits. Alors, le GHB, par exemple, fut un temps, enfin, dans les années 90, on appelait ça l'ecstasy liquide. Donc, ça vous donne une idée un peu voilà, de cet effet d'excitation, voire aphrodisiaque. Après, évidemment que la dimension du contexte est très importante. Prendre du GHB en soirée ou prendre du GHB dans un contexte sexuel, forcément, l'effet aphrodisiaque est plus important dans ce contexte-là. Pareil pour les catinones, c'est quelque chose qui est rapporté, c'est effet aphrodisiaque. Bon, quand on demande aux gens qui prennent pas ça dans un contexte de sexualité, parce que ça arrive aussi, certains vous disent qu'ils ressentent une petite excitation, mais qu'ils arrivent à contrôler, puisque c'est pas ça qu'ils recherchent.
Alors après, moi, on n'a pas encore tous les déterminants physiologiques et au niveau même si on commence à avoir quand même pas mal plus de connaissances au niveau chimique, et, mais on ne connaît pas tout. Après, la question de la performance sexuelle, de l'endurance, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, hein, dans les pratiques, puisqu'on peut avoir aussi parfois des parties qui vont durer 1, 2 à 3 jours, si ce n'est plus. Donc ça aussi, ça compte. On verra aussi que la question de l'endurance, c'est pas juste parce qu'il faut tenir ces 3 jours-là, mais c'est aussi, est-ce que je suis performant, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis, voilà, toutes ces questions de la confiance en soi, qui évidemment va être renforcée, en tout cas, le temps de ces soirées, et tant qu'on n'est pas dans l'addiction, qui peut renforcer en tout cas ce sentiment-là. La question de la désinhibition, j'ose le faire, ça c'est propre à beaucoup de produits, augmenter les sensations, donc ce que je vous disais par rapport au plaisir, au côté aphrodisiaque. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, évidemment, c'est faciliter les relations sociales, l'empathie, le bien-être. C'est-à-dire qu'on a des gens qui finissent par nous dire, bah, moi, je vais aussi là-dedans parce que je vais rencontrer des gens. On verra aussi dans les facteurs favorisants la question de la solitude qui peut, du coup, on se sent seul, on ne sait pas comment rencontrer. Par contre, il y a quelque chose de très facile, je me mets sur Tinder, je trouve quelqu'un, je trouve une soirée, j'y vais. Alors, ça ne sera peut-être pas satisfaisant complètement au final, mais en tout cas, moi, je suis moins seule le temps de. La question aussi de l'étente et de l'évasion, ça, on retrouve des dimensions quand on dans d'autres addictions, dans d'autres consommations de produits. Je consomme pour m'évader, éviter les problèmes que j'ai, quels qu'ils soient. Évidemment, c'est pas spécifique là au chemsex. Tout n'est pas spécifique, on est bien d'accord. La question d'assumer sa sexualité, c'est-à-dire qu'on se retrouve finalement en entretien avec certaines personnes qui ont une sexualité qui semble libre, parfois débridée, bah voilà, on fait ce qu'on a envie. Bon, très bien. En fait, on se rend compte que parfois la sexualité, elle n'est pas simple du tout, comme dans d'autres milieux aussi, mais avec la question, j'y reviendrai, sur l'homosexualité et sur parfois la difficulté d'assumer ça, parce qu'on est dans une société qui reste quand même globalement avec beaucoup d'homophobie, avec l'homophobie qui va être dite. Donc, on a une homophobie qui est subie, qui parfois même est internalisée. Donc, le fait de pouvoir prendre des produits, ben, moi, il y a des personnes qui me disent, bah, depuis que j'ai pris ça, ben, j'ai découvert ce que c'était que d'être passif. Donc ça, c'est aussi des questions en entretien qui vont venir, des questions qu'on peut poser euh, pour avancer et comprendre aussi pourquoi il y a ces pratiques, pourquoi il y a ces consommations. Dépasser aussi ses fantasmes, oser aller un peu plus loin. Et quand on a commencé à oser aller un peu plus loin et découvert un certain plaisir, c'est des fois difficile de s'en passer. Une sexualité donc plus extrême pour certains, on bouscule les normes. Il y a la question des sexes sans capote. Alors, c'est vrai qu'on est dans moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, enfin, on se avec mes chemsexeurs, il y avait les traitements VIH très efficaces avec la question d'être non détectable et tout ça qui arrivait. Donc, est-ce qu'il y a aussi un lien? Et en tout cas, aussi la question de la PrEP qui a permis aussi de pouvoir avoir une sexualité. D'être moins coincé dans certaines problématiques et aussi de moins stigmatiser certaines personnes, notamment qui étaient séropositives, même si ça existe toujours. La question du multipartenariat, j'ose aller excusez-moi le terme, dans des partous, chose que je n'aurais pas pu faire avant. Donc la question de l'âge, on insiste aussi un peu là-dessus parce que dans le milieu, c'est vrai que un peu partout, hein, quand on vieillit, on se rend bien compte qu'on peut plaire moins et alors il y avait ce problème plus pour les femmes que pour les hommes, mais en tout cas les hommes entre les hommes, même si les hommes aussi ça peut être un problème, et cette question elle est importante et je l'entends régulièrement aussi. Après, c'est des représentations aussi, c'est des dictats qui existent dans les communautés, mais c'est aussi des représentations que certains ont, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je sais que si j'ai plus de 40 ans, je n'aurai pas de succès. Par contre, si je vais dans une soirée où il y a des produits, je peux avoir, ça sera plus facile pour moi de rencontrer quelqu'un. Mais il y a l'âge, j'aurais pu rajouter aussi évidemment la question du physique que j'ai. Est-ce que je suis assez musclé? Est-ce que je suis pas trop gros? Est-ce que je suis pas trop poilu? Voilà, toutes ces questions de à quoi je ressemble et j'ai l'impression que passé un certain moment,
je ne pourrais plus plaire. C'est sûr que là, il y a ces questions-là, elles rentrent moins en compte. Du coup, et même s'autoriser des fois à aimer des gens qui ne ressemblent pas à un bel homme qu'il faudrait et qui représenterait tous les gays de. Voilà. Donc, et puis répondre, donc on va revenir sur les injonctions. Quand il y a des dictates, c'est aussi, on a des injonctions de bah, si je suis gay, moi, c'est pour les choses qu'on entend, mais c'est des représentations, encore une fois, faut pas se tromper. Mais bah, voilà, moi, si je suis gay, il faut que je sois, que j'ai plusieurs partenaires, que je sois libre là-dessus, que j'ai envie de. Voilà, on est moins dans. Donc, ça, le fait de consommer, bah, ça permet de s'émanciper un peu de certaines représentations personnelles qu'on peut avoir ou de certaines envies personnelles. Hein, le profil. Le profil des personnes. euh, alors, moi, je vous ai mis de 17 à plus de 60 ans parce qu'effectivement, dans nos publics, bon, nous, on voit très peu de mineurs, mais ça peut arriver avant. Mais hein, pardon. Euh, on peut avoir des personnes donc, de 17 ans à plus de 60 ans. Je pense qu'en ce moment, la personne la plus âgée que je dois avoir en entretien, il doit avoir 62 ou 63 ans. La question de la séropositivité. Alors, j'ai mis plus de 4%, il manque juste un petit quelque chose, c'est sur les patients qui slament. Mais dans nos populations en globalité, on a quand même un taux de séropositivité qui est largement supérieur au taux de séropositivité des patients qu'on reçoit de manière sur les autres addictions. Alors qu'avant, dans l'Hexapa, il y a 20 ans, bah, c'était une proportion relativement importante. Aujourd'hui, on a très peu de patients qui sont séropositifs, ce qui n'est pas le cas chez nos patients chemsexeurs. Donc, ça doit vraiment interroger, notamment là, moi, je m'adresse à tous, hein, mais sur la question du VIH, comment il est vécu, comment il est accepté. La plupart des gens, quand on en parle, ils me disent non, non, mais moi le VIH, ça va, mais je suis traité correctement, j'ai très peu, et encore des fois, quand on creuse bien, d'effets secondaires de tous mes traitements. Et bon, alors il y a la question des traitements aujourd'hui, effectivement, injectables qui arrivent avec tous les 2 mois, qui ne sont pas toujours très bien supportés d'ailleurs, mais quand ils sont bien supportés, c'est vrai que ça, on oublie un peu plus quand même cette question-là, et c'est vrai que c'est important, mais ça fait partie, pour moi, en tout cas, des facteurs qui concourent quand même à ces. Moi, je dis pas à l'usage, hein, je dis pas à l'expérience, l'expérimentation, aux parties occasionnelles, mais aux parties qui emmènent plus de souffrance. En 2010, moi, quand j'ai commencé à avoir les premiers patients comme sexeurs, donc qui slamaient, ils étaient tous slameurs, il y a sûrement d'autres, mais c'était surtout des gens qui injectaient. La plupart, enfin, 99% d'entre eux étaient séropositifs. Mais je m'accorde bien je m'accorde bien qu'on doit avoir un biais de sélection, mais en tout cas, c'était le cas. Tous injectaient, ils avaient tous au-dessus de 40 ans, enfin 35-40 ans, très bien insérés, avec une vie très normée, des gens qui travaillaient beaucoup, qui avaient une hyper exigence envers eux-mêmes, et peut-être envers les autres aussi, mais envers eux-mêmes qui était importante. Comme si justement le fait d'être séropositif, ça c'est des interprétations que je peux faire personnellement, que j'ai pu lire aussi, que j'ai partagé avec d'autres collègues, notamment qui travaillent dans des centres communautaires et qui ont ces âges-là et qui ont vu des amis aussi là-dedans. Cette question aussi quand même de vouloir être, enfin, de se rapprocher du côté le plus normatif possible, donc en travaillant le plus possible. Attends, mais au bout d'un moment, bah, on peut craquer un peu. Et craquer un peu, c'est ben, le week-end, je me lâche, donc je vais rencontrer, j'ai la sexualité, etc. J'essaie de me lâcher. Et puis quand vous rencontrez, parce que c'est aussi une histoire de rencontre, hein, quand vous ne cherchez pas forcément au départ le produit et ce genre de pratiques, vous rencontrez le produit en même temps, bah, ça fait quand même quelque chose de relativement explosif. Au niveau des effets, vous imaginez, au niveau du lâcher-prise, euh, c'est quand même très puissant. Un des maîtres mots que j'entendais beaucoup d'ailleurs dans ces années-là, c'était je lâche prise. C'est une vie très normée. Donc, tout le travail, enfin, une partie du travail, au-delà de la sexualité, va porter quand même sur la vie qu'on a autour de ça, le contexte de vie. Avec, comme je vous disais, des fois, c'est le seul espace d'évasion, ça va être ça, parce qu'on ne s'autorise pas autre chose, en fait. On s'autorise, si, du sport pour être musclé, on ne s'autorise pas grand-chose d'autre. Ça peut être vécu comme une seconde jeunesse, sachant qu'on avait à cette époque-là quand même des personnes qui avaient vécu des années noires du sida. Donc c'est aussi pour certains des survivants.
toute la culpabilité qui va avec. Bon, ça, c'est des choses les gens qui ont déjà beaucoup travaillé dessus. Mais bon, comme ils vont bien aujourd'hui, comme ils osent, enfin, moi, c'est ce que j'entendais, hein, c'est que parfois, on n'ose pas parler des souffrances qu'on a par rapport au VIH ou des souffrances qu'on a par rapport au fait. On a quand même des gens qui disent bien vivre avec, mais finalement, on se rend compte que dans leur entourage, pas question, pas forcément de le dire à tout le monde, mais que même leur famille, des fois, sont pas au courant, leurs amis sont pas au courant. Donc, il y a quand même toujours une certaine crainte de pouvoir le dire, de peur, alors liée sûrement à une certaine sérophobie. Le fait de plus du tout parler de ça, ben, ça peut, ça peut aussi être une souffrance. On a repéré chez certains patients à moi qui consommaient quasiment plus. C'était au moment de la prise, au moment où ils allaient faire leur test tous les 6 mois par rapport au VIH, où il y avait des rechutes. Non, non, ça va juste à ce moment-là. Puis finalement, on repère les rechutes. Voilà. Donc, c'est la question. C'est difficile à tout développer là, mais sexualité comme valeur de liberté, c'est vrai que quand, dans les années, alors je vais dire, je remonte loin, mais c'est quelque chose qui remonte loin, mais du coup, qui est resté aussi comme ça. C'est que, ben, quand dans les années 80, 70, 80, les gens ont pu affirmer leur sexualité, leur homosexualité, ben, la sexualité était aussi beaucoup mise en avant pour dire, ben, nous, on est libre, on fait ce qu'on veut, ça y est, quoi. Mais cette valeur de liberté, pour certains, est peut-être devenue comme une prison. C'est-à-dire que si je ne suis pas libre au point de pouvoir faire ce que je veux au niveau de ma sexualité, ben, peut-être que je suis, ben, finalement, je ne suis pas comme les autres. Et c'est vrai que le fait de consommer, par exemple, va permettre d'avoir cette liberté. On a quand même régulièrement aussi dans le profil, mais des usages récréatifs modérés. La plupart d'ailleurs que nous ne voyons pas et qui vont peut-être plus être vus dans des centres communautaires, notamment là où on va faire, ou dans des centres de santé, hein, on va sexuel par exemple, on va faire des tests réguliers, on va avoir des usages récréatifs. Tout le monde ne nécessite pas de voir un addicto, loin de là. Heureusement, il y a un psy. Euh, on a aussi des patients qui au départ rejetaient de manière massive l'injection, parce que ça ne faisait pas du tout partie de leur schéma, ils connaissaient à peine les produits, certains d'ailleurs n'avaient jamais, enfin, buvaient très peu d'alcool, n'avaient jamais fumé un joint ou j'avais pris une trace de cocaïne. Ils se retrouvent du jour au lendemain de rien à devenir injecteurs, avec une banalisation relativement rapide, qui peut aussi être liée, comme nous avons des personnes qui sont quand même plutôt insérées, euh, qui étaient enfin, dans ce profil-là de ces personnes, ben, ils voient d'autres personnes comme eux qui sont insérées, ils se disent, bon, ben, finalement, c'est pas si dangereux, ils ont plus l'image excusez-moi, hein, du junkie qui injecte dans la rue, ben non, tous les injecteurs. Donc il y avait cette part-là aussi enfin, qui a banalisé avec des soignants notamment, qui pouvaient être consommateurs, euh, il y a tout type de profil, des soignants, mais comme des infirmiers par exemple, ou même des médecins. Bon, quand vous avez votre partenaire qui est médecin, qui injecte, bon, on se dit, bah, je peux peut-être le faire aussi, c'est pas si dangereux. L'évolution, depuis ces 10 dernières années, c'est qu'on a toujours ce type de profil, on a toujours, mais on a aussi des gens beaucoup plus jeunes, vraiment très jeunes, qui commencent des fois d'ailleurs les pratiques, juste leur sexualité via le chemsex, avec du coup plus souvent quand même du sniff que d'être intraveineuse, donc avec des situations des fois moins compliquées au niveau en tout cas usage, avec un statut sérologique qui peut être très variable. Ça va être on a beaucoup moins de personnes séropositives en proportion qu'on avait avant. Pour le slam, je reviens en tout cas dans nos chiffres à nous, on a à peu près, on a à peu près entre 35 et 40% des gens qui injectent qui sont séropositifs. Sur le sniff, beaucoup moins. On est sur 10 à 20%, donc on est quand même sur des proportions beaucoup moins importantes. Dans les patients qu'on voit ici au XAPA et de ceux que je vois à l'hôpital européen. On a des gens qui vont être plus fragiles, souvent psychiquement et socialement, puisque ben, en fait, ils commencent plus tôt leur pratique. Encore une fois, de ceux qu'on voit au XAPA, pas de ceux qu'on ne voit pas et du coup qui peut-être gèrent probablement leur conso et qui peuvent venir du milieu festif. On a effectivement maintenant des croisements beaucoup plus fréquents des différents milieux. Je fais du chemsex, je vais faire la fête, je fais de la fête, je vais faire du chemsex, ça se mélange beaucoup plus. Et d'où aussi, du coup, les pratiques qui se diffusent un peu plus, peut-être dans d'autres milieux, mais aussi même au sein de la communauté. Je vois beaucoup plus qu'avant. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existait pas dans les années 2010, hein, etc., mais on ne les voyait pas, en tout cas en consulte. Aujourd'hui, on voit plus souvent aussi des personnes qui sont en précarité, qui font des escortistes, la prostitution, pour pouvoir
être hébergé pour certains, euh, ou acheter des produits ou consommer. Donc, moi, il y a 10 ans, franchement, on ne faisait jamais appel à des structures d'hébergement, on ne faisait pas appel aux appartements thérapeutiques, chose aujourd'hui qu'on fait. Donc, avant, on voyait rarement des assistantes sociales. Aujourd'hui, les assistantes sociales font partie prenante vraiment de la, la prise en charge d'un certain nombre. Et je parlais de la solitude parce que c'est quelque chose qui est assez, encore une fois, sur la question de l'addiction ou d'un usage problématique qui ressort quand même très souvent dans le discours de nos patients. Alors, je voulais vous parler aussi, alors même si ça va être parlé de manière peut-être plus, plus important par mes collègues, je ne sais plus à quelle date c'est, mais sur les produits. Je vais quand même, j'ai du mal à pas vous en parler du tout. C'est sur les catinones, c'est quand même la grande famille qui est utilisée en chemsex en France. Donc, ce sont des nouveaux produits de synthèse qui existent depuis, je sais plus, la synthèse est faite dans les années 50. Par contre, l'usage festif, d'abord en dehors du milieu gay, c'est-à-dire plutôt en Angleterre, c'était dans les années 2005, par là. Il y a eu pas mal de complications, parce qu'ils ont utilisé ça comme j'utilisais du MDMA, etc. Mais c'est un peu plus compliqué, notamment au niveau des descentes. Il y a eu quelques complications, des descentes assez terribles, avec des tentatives de suicide, des choses comme ça, parce qu'ils utilisaient ça de manière très massive. Donc, ça a été interdit en 2008. C'était la méphédrone, qui est la 4-MMC. Et en 2012, au niveau européen, a été interdit toute la famille des catinols. Donc, il y a une idée comme ça que c'est légal, pseudo-légal, parce qu'on peut trouver ça sur Internet. On achète acheter ça sur Internet. Mais en fait, aujourd'hui, c'est interdit. Sauf que, effectivement, il y avait la Hollande qui avait autorisé, qui avait une certaine tolérance vis-à-vis de certaines molécules comme la 3-MMC, qui a permis, vous voyez là, du coup, à droite, qui a permis qu'en fait la 3-MMC a été très facilement accessible pendant des années. Moi, dans les années 2010-2015, on a vu un peu de méphédrone, mais très peu. On voyait surtout à l'époque la 4-mec et la 3-MMC et la MDPV. La MDPV, alors c'est une autre branche, il y a deux branches dans le catinol, les branches, on va dire, MMC et les branches PV. Les branches PV, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a aussi l'intérêt, on vous en parlera dans un autre webinaire, des analyses de drogue qui peuvent permettre de savoir ce qu'on prend, sont des produits qui amènent souvent, plus souvent, à des états psychotiques aigus, enfin, en tout cas, des batteries, on va dire. C'est bien de le savoir. Si vous le savez, si vous demandez à vos patients de savoir quel type si vous dites, voilà, j'étais pas bien, souvent, enfin, c'est important de comprendre que les PV, elles amènent beaucoup plus de complications de ce type-là. Et même si elles sont un peu plus sérotoninergiques. Voilà, ça vient du 4, je ne vais pas en faire. Voilà, les effets, c'est plutôt entre la cocaïne et le MDMA. Donc, on a aussi un côté donc, très stimulant, euh, plutôt dopaminergique d'ailleurs, et un effet plus empathogène qui est lié au côté sérotoninergique. Et en fonction, en fait, de leur formule chimique, elles vont être plus ou moins pathogènes, plus ou moins stimulantes. La 3-MMC avait l'air de se situer entre les deux. C'est pour ça que je pense qu'elle devait assez plaire, parce que les gens, ils n'ont pas envie non plus de... Globalement, ils ne sont pas maso, donc ils ont envie de quelque chose qui leur corresponde. Mais après, on a eu la 3-CMC. C'est important de savoir, parce que la 3-CMC, par exemple, je ne suis pas chimiste, mais C, c'est chlore, M, c'est méthyle. Et donc, on a très rapidement, on a vu dans les centres, on a vu des gens qui se retrouvaient avec des abcès très rapidement. Et ça a été l'année où il y a eu beaucoup de CMC. Donc, après, ça a disparu, on n'en a quasiment plus. Et effectivement, même si ça peut arriver d'avoir des gens qui injectent des abcès, par exemple, ou des complications nasales parce ils ont pris des produits très irritants, euh, c'était lié à la CMC, qui n'existe quasiment plus. Donc, elles peuvent être sniffées, principalement aujourd'hui, on a surtout des sniffers, injectées, pluguées, c'est quand on le met au niveau anal, et rarement elles sont ingérées. C'est pas très cher, enfin ce n'était pas très cher, ça allait de 8 euros si vous achetez en gros, mais il y a une dizaine d'années, même si vous achetez 1 ou 2 grammes, c'était autour de 8-10 euros, hein. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, puisque il y a plus de gens qui en consomment, bah, ça augmente. Donc on est sur 35-40 euros si vous l'achetez à une personne.
Alors, il y a très peu de personnes de rue il n'y a pas de gens de rue qui en vendent, hein. On est plus dans les milieux privés ou des petits milieux. Mais il y a maintenant des dealers hors milieu. Avant, c'était des usagers revendeurs. Là, il commence à y avoir des gens qui vendent ça. Par Internet, toujours. Alors, ça se présente sous forme de poudre, de cristaux, surtout, en fait, vous voyez vous voyez l'image, c'est surtout des cristaux. Ces gens vont écraser. Il conseille en réduction de de bien écraser. Et plus rarement, c'est sous forme de gélules comprimées. C'est très rare, hein. Ça a été surtout au début, on appelait ça, pour que ça puisse être vendu, c'est des sites internet légaux. Ils appelaient ça NFH, donc Not for Human. On dire, bah, nous, on vend ça, mais c'est pas pour les humains, donc on n'est pas, enfin, on remplace le coût de la loi. Alors, les effets secondaires possibles, principaux, je vous ai mis, mais c'est une relativement bonne liste. Donc, les niveaux, bon, je suis psychiatre, donc c'est les premiers que je vais vous mettre, psychiatrique, donc troubles de l'humeur. Alors, en général, c'est une descente, hein, c'est les troubles de l'humeur 2-3 jours, quelques jours après la prise. Évidemment que tous ces effets, ça dépend, enfin, qu'ils soient d'ailleurs, ça dépend de votre état basal. C'est-à-dire que si vous allez bien, bon, vous avez en général des descentes moins fortes, voire vous n'avez pas de descente. Donc c'est pour ça que quelqu'un peut vous dire non, non, c'est pas obligatoire d'avoir une descente, hein. Mais dès que les gens commencent d'ailleurs à avoir des descentes difficiles ou à avoir des troubles de l'humeur la semaine, voire de commencer un épisode dépressif, c'est qu'ils ne supportent plus le produit. Il y a un vrai effet, il y a un effet qu'ils ne supportent plus bien. Ça peut être une des causes de consultation, par exemple. Psychose, alors je mets plutôt on va être plutôt sur des états aigus qui vont durer, ce qu'on appelle la psychose amphétaminique, hein, qui vont durer quelques heures à quelques jours, mais quand ça commence à durer quelques jours, c'est plus ennuyeux, mais c'est quand même beaucoup plus souvent pareil, hein, chez les gens qui injectent et qui injectent de manière régulière. C'est assez rare chez quelqu'un qui sniffe comme ça une fois de temps en temps. Si ça lui arrive, c'est qu'il y a une vulnérabilité psychique, psychiatrique qui est quand même sous-jacente. Et là, d'autant plus faire attention. Parce qu'il y a des gens qui vont consommer ça régulièrement, ils n'ont jamais d'état délirant ou, enfin, j'ai envie de dire, même persécuté, on va dire, un sentiment de persécution, voilà, d'être parano, comme on dit. Et ça dépend de votre état basal aussi et surtout, évidemment, de votre dosage. Le plus fréquent, c'est les troubles anxieux. Alors, est-ce que c'est le produit, enfin l'usage qui donne le trouble anxieux, ce trouble anxieux qui fait qu'on va consommer? Bon, ça, c'est le fou la poule. Après, je reviendrai sur le GHB. Clairement, j'ai les gens qui s'accrochent au GHB, par exemple, souvent, c'est des gens qui avaient des troubles anxieux préexistants. Et les gens, de toute façon, qui s'accrochent de manière générale, qui ont tendance à avoir une pratique addictive, c'est qu'il y avait un trouble, enfin, il y avait en tout cas une souffrance évidemment préalable. Donc les troubles addictifs, évidemment, ce sont des produits qui sont quand même assez puissants, qui ont un potentiel addictogène qui est assez important, qui est non négligeable. Plus votre produit est dopaminergique, et plus visiblement il a ce risque addictif. Surtout, c'est un risque de compulsivité. L'effet vous donne de la dopamine, quand la dopamine descend, c'est assez insupportable, on a envie d'en reprendre, parce qu'il y a la descente qui arrive derrière. On n'aime pas ça. Donc on reprend. Voilà. Euh, on voit ça même chez les petites souris. Les troubles cognitifs, les patients se plaignent et des fois c'est pour ça qu'ils consultent. Donc ça aussi c'est important dans les consultations de premier recours, hein, quand, notamment chez le médecin généraliste ou chez d'autres. C'est voilà, j'arrive plus à penser, j'arrive plus à mémoriser, j'arrive plus. Bon, les troubles cognitifs, c'est vrai que l'usage répété, pas forcément tous les jours, hein, mais même toutes les semaines, amené à fatiguer le cerveau et il y a des troubles cognitifs. La plupart du temps, évidemment, c'est pas des séquelles à vie, hein, c'est des choses qui reviennent, comme souvent. Oh là là, 5 minutes, pas du tout. Donc, les troubles cardiovasculaires, l'impuissance, je vous disais, c'est assez fréquent, hein, les gens ils consomment dans les soirées, vous avez des gens qui disent, mais moi, je n'ai pas d'érection. D'où l'usage du Viagra. Cardiovasculaire, c'est les risques d'infarctus, l'indice d'AVC. Donc, quand vous avez des gens qui consomment régulièrement, c'est important de pouvoir faire un bilan cardio. Déjà, de base, ça va être déjà un bilan, un examen somatique, mais aussi un ECG, puis d'interroger un peu sur les complications infectieuses. Bon, je vous laisse les lire. Ça, les sueurs, tremblements, c'est des petits symptômes, mais qui aussi en disent long. Quelqu'un qui bouge toute la mâchoire, des spasmes musculaires, fourmillements, nausées, vomissements.
céphalée, des troubles de la vision, beaucoup moins fréquents avec les produits d'aujourd'hui que ceux d'avant. Bon, la midriase, c'est en état actif. Euh, et parfois, on a des gens qui ont des... Donc, faire aussi, pareil, des bilans bio assez réguliers, c'est bien. Parce que sur le foie et sur l'état rénal, des fois, on voit des choses... des fois, on voit une fonction rénale qui est un petit peu abîmée, qui va se résolver. Mais Et puis, ça peut être des aides, en tout cas, pour les gens qui consomment très régulièrement. Bon, voilà. Voilà, les gens, ils n'ont pas envie de... Il y a des gens qui sont dans une forme très autodestructrice, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, voilà. Donc, ça peut être aussi un appui pour pouvoir avoir envie de moins consommer. Ensuite, donc voilà les exemples en images. Le GHB, alors du coup, dans ce cas-là, sinon je reviens sur le GHB après. Je voulais en parler vraiment parce que donc on l'a c'est un des produits qui devient vraiment fréquent et avec des complications importantes, notamment de décès. Je n'aime pas trop affoler, mais c'est vrai qu'on a dans nos populations, et pas que Chemsex d'ailleurs, hein, puisque le produit diffuse ailleurs, d'accidents, parce que les gens ne connaissent pas les risques, hein. Donc, je passe là-dessus. Ça agit principalement sur les récepteurs GABA, comme l'alcool, comme les benzodiazépines. On cherche, alors GHB était connu comme la drogue du violeur, mais c'est loin d'être le seul d'abord, et puis c'est loin d'être son usage principal. Et fait rechercher en festif, on se relaxe, on a de l'euphorie, on se désinhibe, ça augmente le désir sexuel et ça contre aussi les effets psychostimulants, notamment des catinones. En général, les gens prennent de 0,5 à 1,5 millilitres, sachant que les effets sont assez courts, assez rapides. On les détecte dans les urines pas très longtemps. C'est pour ça que c'est compliqué les urines de savoir si on en a. Et puis surtout, il y a une très forte tolérance. Ce qui fait que les gens qui sont dépendants, ça a aussi interrogé, je dors mal. Ok, est-ce que vous prenez quelque chose pour dormir? Ils vont se réveiller toutes les 2-3 heures, faire un mini géol pour pouvoir dormir. Action sur les récepteurs GABA. Le GBL, parce qu'aujourd'hui, le GHB, c'est plus compliqué à trouver. On trouve le GBL, qui est un solvant industriel. On le trouvait dans les magasins pour voitures. C'est plus compliqué à acheter aujourd'hui, mais on peut toujours l'acheter sur Internet très facilement. Bon, là, je vous passe là-dessus, du coup, parce que pas beaucoup de temps. Le sevrage ressemble trait pour trait à l'alcool, sauf que les symptômes de sevrage arrivent plus vite et plus intenses. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire un sevrage en ambulatoire. Ça peut se faire, mais faut avoir des gens qui arrivent à diminuer progressivement. On enlève millilitre par millilitre et on écarte aussi bon, le temps de prise. Il faudrait l'accompagner de benzodiazépine puisque le risque de sevrage, c'est le délirium tremens, voire l'épilepsie. Des fois, moi, je mets du baclofène aussi parce que ça aide bien, moi, je trouve, pour baisser la consommation et puis aussi pour aider au sevrage. Et puis, il y a des papiers qui sont sortis là depuis quelques années là-dessus aussi. Nous, on l'avait fait de manière un peu intuitive. Bon, évidemment, ça agit sur le même récepteur, hein, mais là, je vous passe. Le contexte sociétal, les facteurs favorisants, j'en ai parlé déjà, c'est la question de l'homophobie, hein. On a quand même des gens qui, parfois, depuis le collège, ils reçoivent des insultes, ils sont rejetés, ils ne peuvent pas avoir une sexualité, ils ne peuvent pas ramener petits copains à la maison, à l'école. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus accepté qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Mais ça existe toujours, hein. Il y a encore des jeunes qui me racontent des choses, et notamment dans les familles. Et tout ça, ça va amener, par exemple, si vous ne pouvez pas amener votre copain à la maison, ben, vous allez retrouver votre copain dehors. Et dehors, on le retrouve où? Dehors, on va le retrouver dans des endroits cachés, des endroits où du coup, le plaisir commencé, le plaisir initié va se faire dans la transgression, dans l'interdit. Ça peut être très plaisant, mais en fait, ça peut initier en tout cas des pratiques et des choses qui vont s'inscrire comme ça dans la durée parce qu'il y a ce rejet dès le départ. Je vous ai déjà parlé du diktat, donc je ne reviendrai pas. Internet, la même chose. La question de la liberté sexuelle. La porosité, donc contexte sociétal, c'est donc aujourd'hui, on se mélange beaucoup plus entre milieux festifs et les groupes les groupes de sex party. Et on est dans une société quand même plutôt addictive, hein. On exalte la consommation, le plaisir immédiat. Donc là, on est complètement là-dedans, plaisir dans la sexualité, plaisir aussi dans l'usage de produits. Donc, je vous avais parlé de la séroposition. Là, c'est enfin, un résumé, si on peut dire.
La question du statut séropositif, j'en ai parlé. La question d'identité sexuelle aussi, c'est-à-dire on peut se sentir appartenir à un groupe si on partage les valeurs de ce groupe et donc les habitus de ce groupe-là. Donc ça va être, il faut être beau, il faut être jeune, il faut être performant. Donc la performance, on entend sur la question du produit. Séronégativité, donc on l'a rajouté un petit peu parce que en fait, il existe aussi des formes de discrimination dans la communauté où on dit, alors, avant la PrEP, c'est que c'était encore plus compliqué pour les personnes séropositives de pouvoir trouver des partenaires, ou alors on se trouvait entre partenaires séropositifs. Aujourd'hui, avec la PrEP, c'est vrai que ça a quand même beaucoup élargi et beaucoup assoupli et fluidifié ces questions-là, mais elles existent toujours un peu. Puisque moi, j'ai des patients qui me disent, je préfère dire que je suis sous PrEP plutôt que dire que je suis sous trithérapie, même si ça revient au même et que les gens sont strictement indétectables. C'est pas, et c'est vrai ça devrait être parlé sans parler d'une communauté en particulier. On devrait parler beaucoup plus de bons jeunes, même, enfin, là, c'est un problème de santé publique, de cette question-là. Donc, un sentiment de rejet et de solitude qui vont évidemment accentuer la question de consommation de ce type-là, et pas seulement la question de la conso, parce que consommer, c'est quelque chose, et surtout de l'addiction. On est en souffrance, bah, donc je trouve quelque chose qui me permet d'être moins en souffrance, d'être moins seul. Je vous parlais aussi de la question de l'hypernormativité, performance au travail, qui fait qu'on a besoin de se lâcher à un autre moment. Alors ça, c'est des choses qui sont les carences narcissiques, les vécus abandonnés, les traumas de l'enfance sexuelle qu'on retrouve très fréquemment. C'est des choses qu'on retrouve sur beaucoup d'addictions, hein. On est bien d'accord que tout n'est pas spécifique. Vous voyez, des choses plus spécifiques aux communautés et des choses qui le sont moins. Euh, une éducation stricte avec des émotions qui sont absolument pas exprimées au niveau de la famille euh, fait qu'on a des gens qui sont plutôt assez, qui se retiennent, qui se tiennent, et avec, on a même parfois, je vais revenir juste dans la celle d'après, sur des troubles de personnalité parfois qui sont franchement obsessionnels et qui rentrent. Et donc c'est là où le produit, encore une fois, cette évasion permet de lâcher tout ça. Euh, Chez les plus jeunes, on est plus sur des profils plus classiques qu'on voit dans nos centres, avec des personnalités plus limites notamment, et avec des troubles évidemment dépressifs ou bipolarité. La question du TDAH, que je ne développerai pas là, elle est chez tous les personnes addictes, c'est quelque chose à rechercher, en tout cas et c'est pas spécifique au chemsex, hein, bien évidemment, je le répète. Euh, Bon, la question du lâcher prise au produit, on lâche, on fait plein de choses, mais après, on peut se sentir coupable de ce qu'on a fait, de ce qu'on a lâché, et ça peut amener du coup à se dévaloriser, et se dévaloriser, je me dévalorise, je vais pas bien, de toute façon, la seule chose que je sais faire, c'est consommer, et je vais consommer. Et on a aussi des personnes qui vont se retrouver ce que je vais vous dire là-dessus. Oui, sur la question de oui, l'addiction sexuelle, juste un mot. Je croyais au début, quand je commençais à voir des camsexeurs, que tout le monde était addict, enfin pas tout le monde, mais que l'addiction sexuelle était vraiment très présente. Il y a quelques patients qui avaient des addictions sexuelles avant, c'est pas la majorité. C'est quelque chose qu'il faut repérer. Et d'ailleurs, quand ils arrêtent tout, on va dire, ou quand ils sont plus dans les troubles addictifs, notamment autour du chemsex, cette addiction sexuelle aussi, probablement qu'on l'a traitée en même temps. Mais c'est pas forcément. Par contre, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est un clivage entre l'amour et la sexualité. Je crois que ça, c'est primordial de s'en souvenir. On a des gens qui, en fait, souvent sont en carence affective, sont en manque affectif, ou se sentent seuls. Finalement, ils aimeraient bien trouver l'amour, ou alors ils en ont peur, parce qu'ils ont beaucoup souffert, ou dans leur enfance, ou même dans les premières relations amoureuses qu'ils ont eues, parce qu'ils ont eu une relation toxique, parce qu'ils se sont beaucoup donnés. Et puis, donc, on divise tout. L'amour, c'est d'un côté. Donc, des fois, on est parfois ou tout seul, ou dans des relations, on va dire, très platoniques. On ne prend pas de risques, on est là au moins c'est sûr, et on va chercher la sexualité ailleurs. Mais comme on va chercher la sexualité ailleurs, la sexualité, on la voudrait sans amour, puisqu'on peut pas, c'est difficile d'aimer plusieurs personnes à la fois, même si ça existe, mais on se veut fidèle à la personne qu'on aime. Mais dans la sexualité, c'est pas pareil. La fidélité elle peut être vue d'une autre façon. Et du coup, là, on peut se développer aussi une hypersexualité, voire et dans le produit, moi j'entends régulièrement aussi, là, comme ça, je m'autorise à aller voir quelqu'un, je prends un produit, donc je pense moins que je trompe, je pense même pas que je trompe, et après je retourne à la maison. Mais il y a quelque chose qui est vécu de manière, ou c'est quelque chose de vécu de manière simple, dite, mais c'est pas toujours si simple. Voilà. Euh,
je passe là. Bon, je vais passer là parce que j'ai pas trop de temps, mais c'est vrai que les conduites organiques, ça vous intéresse. C'est Marc Valeur qui avait développé cette idée qui est quand même très intéressante sur je prends le risque de mourir, finalement en injectant, en faisant des géoles. Mais est-ce que, en écoutant, lui, Marc Valeur avait développé ce concept dans les années 80 avec les overdoses et les héroïnomanes et les jeunes, disant qu'ils ne veulent pas tous mourir en fait. Tout le monde n'est pas suicidaire. Il y a une part d'autodestruction, certes, souvent, mais il y a aussi une part de plaisir, mais surtout aussi une part de je me sens pas très vivant, je ne sais plus comment je prends le risque de mourir. Et en fait, une fois que je suis vivant, ben, en fait, ah ben oui, je suis bien en vie, je me sens encore un peu plus vivant. Il y a aussi cette notion un peu de toute puissance, j'aurais dû rajouter infantile, donc c'est des concepts tout analytiques, mais qui fonctionnent plutôt bien. C'est-à-dire, bah, je suis plus fort que la mort, je suis plus fort que la loi supérieure. Bon. Bon, en tout cas, c'est une dimension que moi, je travaille beaucoup travailler en entretien psy, parce que je trouve que c'est, pour autre d'ailleurs, euh, parce que quand on le voit sous ce prisme-là, c'est pas juste le prisme de oh là là, vous êtes en train de vous tuer, vous faites. Non, il y a aussi autre chose là-dedans, dans ces pratiques. Il y a du plaisir aussi, il y a la recherche de vie. En fait, on n'est pas que dans la pulsion de mort ou je ne sais quoi. Donc, la question d'assumer sa sexualité, j'en ai parlé. Je m'éternise pas sur le facteur lié aux produits, parce qu'on pourrait dire ça pour beaucoup de produits. Ils sont puissants, il y a une forte tolérance aussi à certains produits dont GHB. Ça induit du craving et la question de l'accessibilité, donc je vous disais, par rapport à notamment à Internet. C'est très facile d'avoir ces produits, c'est pas compliqué. L'évolution d'usage, et j'en aurais fini pour cette partie-là, donc de l'expérimentation à l'addiction pour certains, hein, on est bien d'accord. On a aussi des gens qui font ça de manière occasionnelle. On a l'usage régulier signe souvent une souffrance, évidemment, et donc une forme d'automédication. C'est une solution addictive. Je mets entre parenthèses, parce que je n'ai pas mis mes références. euh, C'était Joyce McDougall qui avait développé cette notion qui est très, très parlante. On a une diversité d'usagers avec une impression quand même que les personnes vont banaliser qui vont banaliser ces pratiques avec une grosse faute d'orthographe, vous m'excuserez, et qui vont du coup faire que les demandes de soins vont être retardées. Le fait d'avoir l'impression d'être jugé, de raconter, surtout là on parle de sexualité, il y a des produits déjà où les gens peuvent être jugeants, et même certains soignants. Alors je ne vous dis pas quand vous mélangez, vous dites aux gens, bah oui, ben là j'ai rencontré 5 ou 10 personnes dans le week-end, il y a aussi cette crainte parfois de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir dire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va reculer la demande de prise en charge. D'où l'intérêt, bon, déjà du coup, d'être sensibilisé, de pouvoir être libre sur ces questions. Surtout qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes aussi de sexualité, de consommation, et qui n'en parlent pas, d'autres communautés, je veux dire, d'autres profils. Et d'où l'intérêt aussi de travailler, je dirais, dans la prise en charge, aussi en lien vraiment avec notamment aussi les Cégides. Je sais que là, il y a un certain nombre de personnes en Cégide, parce que les, les, les premiers recours, la première personne que les personnes vont voir quand même, ce sont les généralistes, mais ils vont pas dire forcément les mêmes choses, ils vont parler de certaines choses. Ce sont dans les Cégides beaucoup, puisqu'il y a toute l'opportunité de faire ou de soigner les IST, ou en tout cas de pouvoir les dépister. Et puis aussi les centres communautaires, évidemment. Donc voilà, en tout cas, il y a toute une. Et puis d'autres libéraux qui s'appellent des psys. J'ai l'impression qu'ils n'osent pas parler à leur psychologue ou leur psychiatre de leur pratique. Et je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà essayé? C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui va être jugé en face, mais eux-mêmes, ils ont du mal à pouvoir en parler. Donc, quand nous, on s'autorise, c'est à nous aussi de s'autoriser à poser la question, puis je dis, vous répondez pas. Est-ce que vous consommez des produits? Est-ce que la sexualité? Terminé, quoi. Donc ça, j'en parle peut-être après. Voilà, je crois que je vais m'arrêter. Et quand nous arrivons ici, c'est vrai qu'on se rend compte que le produit est plus être un prétexte, en fait, à l'usage plus que la sexualité. Voilà. Je crois que, voilà, je laisse là. Voilà, c'est bon. Merci Muriel. Bon, pour ce premier webinaire, on avait voulu faire un peu original en scindant le webinaire en deux, mais vu que le temps défile et qu'on a eu des petits problèmes logistiques, ce que je te propose, Muriel, c'est peut-être de continuer et de Oui, terminer ta présentation. On peut se oui, donner jusqu'à 13h50 et puis on se ouais, dira qu'on prendra les questions à la fin. Ce sera peut-être plus évident pour tout le monde. ok. Ça J'ai marche? j'ai fait en plus quelque chose de pas trop développé, juste. Donc oui, oui, on fait comme ça. Allez, super, La merci. prise en charge,
bon, j'ai mis ça, mais c'est plus général qu'auquel sexe, hein. Donc, pour nous, l'addiction, c'est un sentiment subjectif d'aliénation. Il faut que ce soit la personne aussi qui se sent addictée à quelque chose, qui se sent aliénée à quelque chose. Bon, évidemment, donc c'est des choses un peu classiques que je vous mets, mais je crois que c'est important de le dire. Donc, non-jugement, non-moralisateur, on écoute. La question de la démocratie psychique, bon, je viens de cette école-là, donc je l'ai remis. C'est voilà, c'est donner le libre choix à l'autre, c'est que l'autre puisse choisir, en fait. Et nous, l'aide qu'on pourrait apporter, c'est de pouvoir lui donner ce choix-là. Parce que quand ils arrivent, effectivement, ils sont plutôt dans l'aliénation, donc il n'y a plus de démocratie psychique. Et évidemment, c'est un phénomène qui est multifactoriel, et moi, j'ai pas de réponse standardisée. Ensuite, ce qui est important, je pense, dans les prises en charge, donc, c'est d'informer que les soignants aient une idée un peu de quoi il s'agit, de ne pas avoir peur d'en parler, de ne pas avoir peur. Moi, les premières fois que j'ai vu les usagers, je ne connaissais pas leurs produits et leurs pratiques, hein. Je leur ai dit, on va dire, écoutez, je ne sais pas trop, vous allez m'expliquer, on va chercher ensemble. Donc, il peut avoir plusieurs types de prise en charge nécessaires, hein. On a dicto, psy, somatique, sexo. Après, parfois, une même personne peut faire une prise en charge plus globale, parce que c'est pas si compliqué, on peut pas tout diviser en 10 000 morceaux. Après, si on se sent pas, je sais pas, moi je vois j'ai une de mes collègues qui est addictologue, donc elle fait de la dicto, de la sexo, sur le côté psychiatrique. Des fois, elle préfère avoir un avis psy, mais c'est pas, voilà. Donc, je pense qu'on peut tous. Somatique, c'est très important. Enfin, moi, je travaille quand même beaucoup en partenariat avec des somaticiens, dont Hélène Laroche, là, qui va aussi participer, et puis d'autres, hein, qui sont dans des Cégide, puisque moi, c'est vrai que bon, je sais à peu près tous les antibiotiques qui existent, mais je ne vous cache pas que s'il y a un abcès, que je sais que la personne ne va pas pouvoir avoir un somaticien tout de suite, on envoie la photo, on se contacte pour pouvoir donner l'antibiotique le temps que. Voilà. Donc, le travail en partenariat, c'est la question de la réduction des risques, c'est primordial, hein. On réduit les risques avant de. Voilà, on ne parle pas forcément sur l'abstinence. Ça dépend aussi de la demande. Et puis la demande souvent est très évolutive, hein. Et je parlais d'une offre de soins variés, communautaire, non communautaire. Des gens se sentent. Moi, j'ai des patients, ils sont très contents de venir à l'hôpital européen, ils ne font que l'hôpital européen. Ils ont leur, d'ailleurs, médecin VIH qui va être sur l'hôpital européen. Il y a une infirmière. Ils ont du mal à aller même dans l'Exapa ou dans du communautaire parce que bon, pour eux, c'est trop marqué. D'autres, au contraire, c'est très important pour eux d'avoir cette approche-là et d'avoir cette approche et cet accueil-là. Sur les appuis des pairs, donc, et aussi d'aller vers eux, hein. Nous, on a un éducateur qui va faire aussi une présentation ici, qui fait maintenant une consultation, notamment au centre LGBT depuis peu. Donc, c'est aller chercher aussi les gens là où ils sont. Donc, le lien entre les structures, hein. Le lieu de resocialisation, parce que je vous disais qu'il y a des gens qui sont quand même beaucoup dans la solitude. Alors, on a des dimensions communes aux autres addictions. Bon, ça, on n'est pas, ça c'est normal, il y a vraiment un fond commun. Il faut prendre en compte la dimension sexuelle, la question de la séropositivité, qui est quand même la question de l'homosexualité, de l'homophobie aussi. Toutes ces questions, c'est des questions qui se rajoutent quand même Donc, c'est des questions sociétales, hein. On est quand même aussi sur la sociologie de façon l'addiction, hein. C'est quand même plus large. Il y a quand même cette dimension sociale qui est quand même très importante, la dimension organique, la dimension couple, conjugale, affective, familiale. On a des personnes qui sont des fois très, très en rupture avec leur famille, alors parfois pour les problèmes d'addiction, mais c'est plus souvent pour des questions d'acceptation d'une certaine homosexualité. D'autres, aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc, c'est aussi des dimensions à traiter. La question de l'identité sexuelle et aussi la technique de genre, la question des représentations, hein, qu'on peut avoir, que eux-mêmes peuvent avoir sur leur communauté ou sur eux-mêmes. La question des comorbidités psychosomatiques dont j'ai parlé. Donc, évidemment, où vous pouvez vous traiter parce que ça fait partie de vos compétences, ou alors on travaille avec d'autres. Et ça, c'est très important. Nous, au niveau du suivi, donc on a beaucoup de suivi individuel. On a aussi des groupes de parole. Il y en a dans différents endroits. On en fait ici. Il y en a par exemple, ça part. Il y en a au spot, je crois qu'il y en a 2 par semaine. Chacun a leur spécificité. Il faut savoir là où il y en a. Pour certains, ça aide beaucoup. Vraiment, on se sent soutenu. L'accompagnement communautaire. Les thérapies. Moi, je ne vais pas donner de préférence pour les thérapies, mais je pense qu'il faut qu'elles soient plutôt multimodales.
C'est-à-dire qu'on a l'approche de sens, faut comprendre pourquoi on en est là. Il faut comprendre, à mon avis, ça peut. Mais c'est pas toujours le moment de comprendre, par contre, hein, et des approches plus pragmatiques. Alors, je ne vais pas parler de TCC, mais en tout cas, on utilise des outils de la TCC comme les approches de sens. On peut utiliser des outils de l'analyse. Et puis, il y a toutes les approches aussi corporelles qui peuvent être très intéressantes, hein. Moi, j'ai des patients qui voient des gens, des psychos qui font de l'hypnose. Il y en a d'autres qui travaillent sur les gestions des émotions, sur, voilà, vraiment, voilà, il n'y a pas, c'est vous comment vous vous sentez avec votre pratique et des gens avec qui vous travaillez aussi. On peut suivre ambulatoire. Traitement médicamenteux. Je sais qu'il y a pas mal de médecins qui nous écoutent. Évidemment, traiter les comorbidités, donc comorbidités somatiques, et aussi psychiatriques. Alors, c'est pas toujours le moment de mettre un antidépresseur quand quelqu'un prend des catinone tous les jours, mais tout ça, c'est vrai que les hospitalisations peuvent aider aussi à calmer le jeu. Alors, il n'y a pas d'effet magique des hospices, hein, mais il y a en tout cas un effet déjà de se calmer, de pouvoir voir ce qui se passe réellement et de pouvoir des fois introduire certains traitements. Anti-craving, bon, moi je donne des fois du baclofène, je trouve que ça marche relativement bien, mais pas à des gros dosages. Des fois des antidépresseurs, et des fois des antipsychotiques, traitement du TDAH. En tout cas, on fait des tests TDAH pour certains. On fait, ici, on fait des. Et puis aussi à Marseille, il y a un centre. Les médiations corporelles, alors ça me fonctionne souvent un peu mieux, effectivement, quand les gens commencent à aller un peu mieux. Ils ont du mal à s'inscrire dans ce genre d'atelier quand ça va très très mal. Mais en tout cas, quand on peut proposer ça dans d'autres lieux aussi, hein, ça peut être en dehors des centres de soins, évidemment. Et si on en a chez nous, ben, c'est pas mal. Parce qu'on voit bien l'effet vraiment, la question autour du corps est majeure, et puis on voit l'effet vraiment thérapeutique, mais ça encore, c'est dans toutes les addictions, voilà, on y voit l'intérêt. Aider à sortir de l'isolement, les autres plaisirs. Donc, on travaille ça en thérapie, on travaille ça aussi. Là, je vois, en ce moment, on propose, par exemple, on a proposé des ateliers de danse, on a proposé de la voile. Donc, on sort de l'isolement, les emmenant dans des endroits où ils ne vont pas parler de leurs problèmes, ils ne vont pas parler, ils vont juste vivre un moment plaisant. Ça peut être aussi des visites de musées, pour d'autres. Enfin, voilà, euh, voilà, en tout cas, évolution non linéaire, les rechutes peuvent être fréquentes, il ne faut pas lâcher, c'est pas parce qu'on rechute qu'il faut culpabiliser les gens, faut être présent. Et puis, je trouve que la présence permanente permet aux gens ils savent qu'ils peuvent revenir, même s'ils s'en vont 2 mois, ils reviennent. Voilà, là, d'abord, on met aussi une relation de confiance plus que thérapeutique, et puis, si ça marche pas, c'est peut-être parce qu'on fait de mal, mais c'est peut-être parce que c'est comme ça aussi et il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais voilà, la présence en tout cas et la permanence qu'on peut proposer, c'est important. Et des fois, l'orientation, quand on sent qu'on est débordé, mais pas une orientation parce qu'on rejette, une orientation parce que nous, on ne peut plus, hein. Et puis, je pense notamment quand on est en ville, nous, parfois, on oriente en ville parce que c'est le moment et parce que je trouve que c'est plus adapté. Quand on vit, on se sent un peu débordé, de pouvoir faire appel à nous, et tout en restant d'ailleurs co-thérapeute ou co-intervenant, hein, je pense que c'est important. Voilà. Réduction des risques, qu'elle soit sur la sexualité ou sur le produit. La question d'analyse de produit, on en parlera à un autre moment. Voilà. Ça. Et ça peut permettre, certains au départ, ça ne marche que sur le soin, que sur la réduction des risques. Nous, on a des patients, notamment comme slammer, c'était compliqué, on les voyait en entretien, c'était 5 minutes, hein, 10 minutes, ils venaient. Mais en fait, ça a commencé plus par le soin au bras, par la prise en charge. Moi, je vois notamment avec Hélène qui est plus sur le somatique ou Cégide, il y a des fois avant qu'ils arrivent, mais tout un travail qui est fait, ils finissent par arriver chez nous. Des fois, c'est l'inverse. Mais c'est vrai que des fois, d'attaquer, on va dire, entre guillemets, par le corps, peut permettre après de s'occuper aussi, d'aller un peu plus loin. Voilà, donc je finis là-dessus. C'est une pratique sexuelle pour exacerber le plaisir, principalement mieux chez SH. Des produits puissants, on est dans une société qui génère aussi ça, hein. Quand, en appuyant sur un clic, vous avez produit, hommes, rencontres, photos, vidéos. Bon, voilà, hein, c'est tentant. Ne pas oublier, hein, dans les choses un peu plus spécifiques, c'est la question de l'homophobie, de l'hétérophobie et de l'isolement. Euh, voilà. Et puis, du coup, on est dans une société, donc évidemment, sur ces questions-là, je crois que la place des normes, la différence, elle est importante. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, être ouvert sur ces questions.
Voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Muriel. Merci pour cette présentation, pour le coup très riche et qui nous montre un peu toutes les trajectoires complexes du chemsex, mais pas que. Du coup, il nous reste 10 minutes. Si vous avez des questions, c'est bienvenu. Vous pouvez du coup lever la main avec votre écran et puis du coup, on pourra vous donner la parole si jamais vous avez des questions sur l'intervention de Muriel. Si ça génère un peu de curiosité ou de... Je vois qu'en fait, on n'a pas forcément de personnes qui veulent poser des questions. Écoute, je crois que tu as dû être, très complète. Complète, exactement. Euh, peut-être, moi du coup, j'aimerais peut-être rebondir. Tu l'as abordé tout à l'heure, l'actualité sur le GHB. Peut-être, est-ce que tu veux peut-être refaire un focus là-dessus? Peut-être nous dire un peu comment ça se passe en ce moment et ce que toi tu constates? Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que il y a effectivement on a l'impression qu'il y a plus d'usage de GHB. Alors, dans le milieu, dans le chemsex, oui, ça fait déjà assez longtemps qu'on le voit, mais on le voit que s'il se diffuse dans d'autres milieux, notamment festifs, avec aussi, on a eu malheureusement des décès là ces derniers mois. Nous, on en a deux qu'on connaît, en tout cas, ce qui fait beaucoup, hein, parce qu'en addicto, on n'a pas des morts tous les mois, et notamment des femmes. Donc, des femmes qui connaissaient le milieu, mais bon, des femmes c'est vrai qu'elles avaient en général, préexistant à la consommation de G, des troubles anxio-dépressifs, qu'elles géraient des fois avec le traitement, avec des médicaments. Et là, c'est vrai que le G, ça quand même, ça passe comme message, ça a vraiment une fonction anxiolytique très forte. Donc, ça calme vraiment les angoisses. Alors, ça marche très bien au début, en plus, hein, il y a vraiment un effet, puis avec pas grand-chose. Donc, il y a quand même mais par contre, la dépendance physique, parce que c'est vraiment physique, peut s'installer assez rapidement s'il y a un usage quotidien. Et dans le milieu festif, il y a autre chose qui se passe de ce que j'entends comme retour, c'est ah ben, c'est plus simple de prendre du G que de prendre une trace de je sais pas quoi, parce qu'il suffit de mettre une pipette, voilà. Mais donc, ouais, je pense qu'au niveau réduction des risques, il y a un gros travail à faire sur le GHB, et donc les signes d'imprégnation physique, hein, comme je disais, c'est les signes comme l'alcool. Il faut demander aux gens si le matin ils se sentent tendus à l'intérieur avec des tremblements, est-ce qu'ils se réveillent la nuit pour reprendre du GHB? Ça, c'est un signe vraiment d'imprégnation, de dépendance. Voilà, mais on voit de plus en plus, enfin, après, c'est pas encore, on n'est pas inondé, hein, attention, hein, de personnes qui viennent demander de l'aide pour ça. Mais moi, ce que j'entends sur des personnes qui viennent ici et qui nous disent, ouais, dans les soirées, il y a de plus en plus de gens, de filles, de garçons qui prennent, et en dehors de tout contexte sexuel, qui commencent à prendre du GHB sans savoir ce que c'est, en fait, hein, sans avoir vraiment d'idée. Voilà. Je pense qu'il faut être vigilant. Et après, ce que j'aurais envie de dire aussi, si, c'est la question des flyers, mais de flyers, je ne sais pas, que vous pouvez trouver chez Ed, par exemple, ou autre. Des flyers où il y a marqué, pour ceux qui veulent, où il y a marqué chemsex dessus, où il y a marqué ça peut permettre aux gens de s'autoriser à vous parler de ça. Alors, dans les CJ, je pense que c'est quelque chose quasi d'acquis, hein. Mais peut-être pour ceux qui sont en cabinet ou des choses comme ça, c'est vrai que quand on a des flyers d'un sujet, les gens se disent, ah bah tiens, je peux en parler, en fait. La personne, elle sait ce que c'est, et puis elle va pas me juger. Parce qu'il y a une vraie crainte quand même de jugement par rapport à ça. Ok, merci pour du coup aussi pour l'outil, effectivement du support papier. On a des gens qui ont levé la main. On va vous donner la parole du coup. Oui, Oui, Muriel, Hélène Laroche, merci pour ton intervention qui était super. Juste, moi, j'avais une question par rapport aux antidépresseurs. Peut-être si tu peux nous préciser, peut-être éventuellement, quelles sont tes craintes ou tes freins éventuellement à démarrer des traitements antidépresseurs, comme tu le disais tout à l'heure, chez ces publics pour lesquels tu détectes des comorbidités de cet ordre-là. Et éventuellement, quel choix de molécules, vers quelles molécules tu te tournes? ouais.
Alors, il y a une molécule déjà qui est assez intéressante. Alors, ça dépend si les gens ils veulent qu'on les aide parce qu'on, enfin, on sait, alors, je reprends. On sait que les antidépresseurs, comme psychotropes, peuvent baisser la libido et avoir une action sur la libido. C'est vrai qu'il y en a un, d'ailleurs, qui était reconnu pour ça. Et moi, à l'usage, je vois que, effectivement, les gens ne se plaignent pas d'action sur la libido. C'est le Brintellix. Alors, le seul problème, c'est qu'il peut donner envie de vomir. Donc, je commence toujours à des petites doses et puis et je peux monter un petit peu en fonction de l'effet, mais il faut toujours le prendre en train de manger. Mais le Brintellix a très peu d'effet sur la libido. Donc ça, c'est vrai que ça rassure des fois les patients de leur dire non, non, mais là, vous allez voir, c'est pas comme d'autres. Et après, la limite, euh, c'est s'il y a un usage, à dire quotidien notamment de psychostimulants, c'est un peu compliqué parce que bah, déjà, ils vont se contrecarrer les effets, quoi. C'est-à-dire que, et puis c'est vrai que ça va faire de la sérotonine à la sérotonine, quoi. Après, s'il y a un usage, on va dire, de week-end, bon, moi, je m'autorise, enfin, si je les vois régulièrement, à leur prescrire du Brintellix. Moi, ce Brintellix, Cymbalta, c'est pas mal, le sertraline, parce que le sertraline, je trouve, la sertraline, ça agit pas bien sur les troubles anxieux. Mieux que d'ailleurs que le trouble dépressif simple, sur les troubles anxieux. Et comme on a souvent quand même des gens qui sont très anxieux, et puis il est plus léger quand même. Il n'a pas d'effet. Je trouve qu'il est. Ouais, moi, c'est les deux que je prescris le plus en ce moment. Merci. Merci Muriel, on laisse la parole du coup à d'autres personnes qui ont levé la main. On vous laisse accepter du coup l'invitation. C'est moi qui dois faire quelque chose? Non, c'est pas moi. Bonjour, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si vous Oui, m'entendez. On vous oui, entend, on ouais. vous entend. Oui, bonjour. Alors, moi, je connaissais le GHB comme la drogue du violeur, donc utilisée à l'insu des personnes. Et donc, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, je vous en remercie. Et je ne connaissais pas du tout cet usage dans les milieux festifs. Et vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Alors, donc le GHB dans les milieux, en tout cas, festifs, gays, ça fait très longtemps que c'est utilisé. Enfin, même dans les années 90, il y avait déjà l'usage de GHB. Mais il y avait, enfin, en tout cas, bon, après, moi, j'étais trop jeune, j'étais petite. Donc, je ne sais pas s'il y avait des complications, mais je ne crois pas qu'il y en avait tant que ça. On n'en parlait pas. Il a commencé à avoir des complications il y a ouais, 7 ans, 8 ans, où il y a eu quelques décès dans le milieu du chemsex liés au GHB. Parce que les gens, au lieu d'en prendre une fois, 2 fois, ben, ils en prenaient, ils accumulent. En fait, ils en prennent toutes les 1 heure et demie, ils prennent 1 millilitre, 1,5 millilitres. Et comme il y a un effet de tolérance, comme avec l'alcool, hein, les benzos, ben, ils n'ont plus l'effet escompté. Du coup, ils augmentent les doses. Par contre, le risque de dépression cardio-respiratoire, au bout d'un moment, il arrive. Donc ça, c'est dans le chemsex, où il y a vraiment un usage. Et maintenant, comme les milieux, je disais, sont poreux, c'est-à-dire bah, les chemsexeurs qui vont en teuf, enfin en fête, et il y a des gens qui vont en fête, qui vont aussi dans le chemsex. Donc, ils ont commencé, ça se développe. Et alors, donc vous en dire plus, c'est que moi, c'est des gens qui vont en fête qui me disent ça, puis aussi mes collègues qui travaillent, qui font de la réduction des risques, là, chez La Plus Belle la Nuit, et au Carré du bus, qui rapportent aussi ça, c'est qu'ils commencent à avoir des gens c'est plus dans les soirées privées d'ailleurs, hein. C'est plus facile, ils prennent des pipettes et ils prennent 1 millilitre, 1,5 millilitre, parce qu'ils trouvent ça très pratique et très agréable. Sauf que dans le milieu festif, effectivement, les gens, ils ont tendance à boire un peu plus d'alcool parce qu'ils n'ont pas en plus cette prévention, cette connaissance en fait de ce produit. Donc, donc moi, j'ai vu 2 personnes qui sont venues pour ça, qui étaient 2 femmes, dont une qui est décédée. Alors, elle avait un usage hyper excessif et avant ça, elle consommait d'autres choses de manière très excessive, hein. Il y avait un terrain, hein, c'est pas toutes les jeunes qui vont prendre ça, qui vont devenir, on est bien d'accord. Mais quand même, vu cet effet calmant, et on sait l'appétence des fois de certaines femmes sur les médicaments anxiolytiques, c'est vrai que ça peut un peu interroger sur voilà, le risque peut-être un peu de dépendance et d'accident. Donc c'est vrai de pouvoir faire, par exemple, pour les gens qui sont en cabinet, il y a Technoplus qui fait des flyers qui sont gratuits, il faut juste les, les imprimer et qui parlent beaucoup aux jeunes, hein. C'est fait par, mais c'est très, ce qu'il y a dedans, c'est tout à fait juste.
et du coup qu'on peut mettre aussi dans une salle d'attente, je sais pas, où ils préviennent un peu sur les risques du GHB. Mais c'est tout récent, hein, c'est assez récent. C'est kétinone et GHB commencent à arriver dans les milieux festifs depuis 1, 2 ans, hein, pas plus. Est-ce D'accord? que Parce que ça... Oui, dites-moi. bon, moi, j'avais la vision du GHB donc mis à l'insu de la personne et qui le rendait relativement passif et allait du coup se laisser faire ou être accepté sans vraiment l'accepter. Enfin, du coup, laisser faire des actes sexuels qu'il n'aurait pas supportés. Et je n'arrive pas à comprendre du coup l'intérêt du GHB Alors, en par les festif. jeunes en milieu festif. Alors, en Ils fait, recherchent. oui, oui, je comprends. Alors, en fait, c'est parce que quand il est utilisé comme drogue du violeur, on va dire, ils mettent une dose suffisamment grande et en plus, c'est mélangé à l'alcool pour que les gens soient dans l'effet anesthésie. D'accord, Mais, la dose est plus grande. voilà. Et c'est vrai que parce que là, je suis passée très vite, en fait, sur ma présentation sur le GHB, mais dessus, ce que je marquais, mais je ne l'ai pas marqué de manière. Les premiers effets du GHB, c'est de la stimulation. C'est une forme d'euphorie et d'excitation, un peu comme, vous savez, quand on boit un petit peu d'alcool, on est un petit peu ébrieux. C'est ça le tout début de l'effet, avec une excitation. L'effet du GHB, en fait, au début, c'est ça, quand vous avez un petit dosage. Et c'est pour ça que c'est utilisé de milieu festif, en fait. Et d'ailleurs, en chemsex, c'est la même chose. Au départ, ce qu'ils recherchent, c'est plus cet effet d'excitation et cet effet un peu de stimulation. C'est une forme d'ébriété. C'est pas une excitation comme avec les psychostimulants qui est un peu froide. C'est une excitation qui est plus chaude, entre guillemets. Et c'est pour ça, mais sauf qu'avec le GHB, ce côté excitation, stimulation, il passe très vite au côté anesthésiant, surtout si vous avez bu de l'alcool. C'est pour ça que moi j'avais tendance à dire, parce que je connais bien les milieux festifs, pour avoir essayé aussi j'étais bénévole dans enfin, l'émission Rêve dans les années 2000, donc on voyait très peu de GHB, et ce qu'on se disait, de toute façon, ça ne viendra jamais là, pour la simple et bonne raison que les gens ils boivent de l'alcool, ils n'ont pas envie de tomber par terre. Et effectivement, c'est après l'usage, après l'expérience, peut-être que ça ne prendra pas tant que ça non plus, hein. Mais bon, les gens vont apprendre à s'en servir. Et c'est pour ça hein, qu'il y a enfin, les gens vont l'utiliser en milieu festif. Parce qu'il y a tout début, il y a un effet stimulant, excitant. C'est pour ça. L'effet anesthésiant arrive après, en fait. C'est en deuxième temps. Mm. Merci Muriel. On va laisser la place à deux autres personnes pour poser des questions. Donc, ce sera Sacha et ensuite Romain. Et après, on va clôturer du coup ce webinaire. Sacha, on vous laisse la parole. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui, Ouais, c'est Sacha, chargé de prévention à l'ENIPS Marseille. J'avais une petite question parce que j'ai eu des retours communautaires sur des personnes qui reliaient beaucoup de cas de cancer à l'estomac dans des cas de conso de GHB grandes sur plus d'1 an. Et on n'en a pas du tout parlé. Du coup, je voulais savoir s'il y avait un peu des, des connaissances là-dessus ou pas. les retours, c'est des gens qui ont eu ça ou des copains de copains qui ont eu ça. Des copains de copains. Une Alors, c'est communauté, vrai enfin, c'est plus la communauté que oui, festive barcelonaise, en fait, où on m'a rapporté au moins 4 cancers après 2 ans, enfin, tu vois, de prise hebdomadaire. en tout cas, une chose qui, probablement, je vais pas, parce que là, je j'ai pas ces papiers-là. Une chose, mais c'est vrai que je suis pas si vite dessus. Dans les effets secondaires du GHB, bon, il y a tous ces effets psychiques, coma, etc. Et dans les effets effectivement physiques, le premier, c'est les œsophagites et les gastrites. Parce que enfin, c'est pas le GHB qui fait ça, c'est le GBL. Le GBL, c'est, comme je vous l'ai marqué, c'est un solvant industriel. Du coup, un solvant, donc on nettoie des jantes, etc. On est quand même sur un produit qui est corrosif. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous buvez ça, bah, si vous buvez ça effectivement tous les jours pendant 2, 3 ans, vous allez vous faire et ça c'est vrai, ça, c'est on l'a déjà eu, des œsophagites, mais une œsophagite, ça peut donner, ou une gastrite, ça peut donner un ulcère. Et un ulcère pas traité, ça peut donner un cancer. En fait, 10%, alors peut-être que je dis une bêtise, c'est des médecins généralistes ou mathématiciens, dans mes souvenirs, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que dans 10% des cas des ulcères, on peut avoir des cancers. Et ça, c'est sûr qu'on a un cancer qui va se développer sur un ulcère. D'autant plus si on prend du GHB qui est un anesthésiant. Du coup, vous sentez encore moins la douleur.
voilà, je pense que ces cas-là sont probablement vrais, hein, mais parce que les œsophagites et gastriques sont très décrits, effectivement. Mais moi, sur les cancers, j'ai pas ça, mais peut-être qu'en Espagne aussi, ils utilisent ça depuis plus longtemps, de manière plus intensive, probablement. C'est pour ça qu'ils ont ces cas-là. Mais la raison, à mon avis, c'est celle-ci. Merci. On laisse la parole à Romain. Oui, Romain, il est Romain, parti. par contre, on ne t'entend pas. Ouais, il m'entend plus. Peut-être peut-être souci technique de ton micro. Sinon, si tu veux peut-être écrire ta question Ouais, sur le chat, peut-être, ouais, si tu veux. Là, est-ce que là, vous m'entendez là? oui, Là, vous devez m'entendre. oui. C'est bon. Allô? Ça Allô? marche? Oui, on t'entend. Enfin, on t'entendait. Ah, il nous a fait un petit passage éclair. Oui, écris-le, écris-le. Ah, bon, alors du coup, Mm. il s'est déconnecté. Peut-être qu'il se reconnecte. On va lui laisser la petite marge. Alors, Romain, enfin, on sait que tu es là. Est-ce que vous On m'entendez? on Oui, t'entend, c'est bon. Voilà, je suis désolé, je suis dans un endroit où je ne capte presque pas Internet. oui. Oui, alors je voulais profiter de cette parole, je vais aller assez vite. Déjà, donc, commencer par faire un peu de promo du coup, parce que il a été beaucoup question de GHB. On va en parler au prochain séminaire qui, donc, ce sera le mardi 11 juin. Et la question du GHB, GBL seront abordées. Je voulais notamment apporter un élément assez important. On a beaucoup entendu question de drogue du viol. Je pense que c'est très, très important de vraiment arrêter cette considération. Le GHB n'est pas et n'a jamais été la drogue du viol, hein, donc que ce soit très très clair là-dessus. Il faut savoir que la soumission chimique, c'est l'alcool et les benzodiazépines. Et ensuite, effectivement, Muriel, tu en as assez bien parlé, la différence entre GHB et GBL, effectivement, c'est surtout du GBL qu'on va trouver, mais tout ça, on en parlera du coup au prochain séminaire. Donc, je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, à venir écouter le prochain webinaire. Et ma question que je voulais te poser, Muriel, c'était tu nous as souvent parlé dans d'autres contextes, de la question de la place des personnes concernées par le TDAH Oui. au niveau des personnes qui pratiquent le chemsex. Et notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu, est-ce qu'il y a une évolution vis-à-vis de la prise en charge des personnes TDAH adultes, notamment à Marseille, puisque là, ici, on est à Marseille, mais de façon générale, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu? Et est-ce que tu as envie de nous en dire quelque chose? Alors, oui, je crois que le TDAH aujourd'hui, quand même, est plus pris en compte, même au niveau national. Il y a même, moi, je fais partie notamment d'une coordination nationale de praticiens qui s'intéressent à ça. Alors, par contre, ça reste euh, pas suffisant parce qu'effectivement, des fois, il y a des temps d'attente de 6 mois, un an pour avoir un rendez-vous. À Marseille, il y a donc le service du professeur Lançon qui reçoit, mais c'est vrai que c'est parfois assez court, et parfois c'est long parce que bah, ils ont des problèmes de personnel. Donc c'est très variable, mais en tout cas ils sont présents et ça reste un centre de référence. Hein. Surtout ils ont des psychos, ils ont des psychiatres, etc. Mais je vous dis, ça dépend quand les gens se présentent pas. Et nous, à Aix, on fait aussi, bon, il n'y a pas une pause, mais on était 2 médecins à faire les tests et aussi à pouvoir introduire le traitement si besoin. Donc, je crois que cette prise en compte, elle est plus. Et c'est vrai que, franchement, moi, il faudrait d'ailleurs que que je prenne le temps de faire la proportion des patients comme sexeurs qui ont fini par être mis sous Concerta et aussi, on voit l'intérêt que ça a eu pour leur prise en charge. C'est pas uniquement ça qui a permis de les aider à arrêter ou à moins consommer ou à contrôler, mais en tout cas qui a largement participé à un aller mieux. Et je pense Et qu'à est-ce qu'on peut considérer que c'est, par exemple, qu'on pourrait le rajouter dans ta liste des éléments favorisants tout à Oui, fait. pourquoi oui? Ok.
Ah oui, oui. Bah, je crois que je l'ai mis, mais peut-être que je refasse que la diapo. Dans les facteurs, c'est dans les comorbidités. Mais c'est vrai que oui, oui, ça fait partie des facteurs favorisants, comme d'autres addictions, hein. Mm. On sait qu'on a dans les addictions, enfin, en tout cas dans les études internationales, on est sur 20 à 30% des gens qui ont des problèmes d'addiction qui ont des problèmes de TDAH. Et Mm. avoir un problème de TDAH ne veut pas dire forcément le traiter par médicament aussi. Ceux qui auraient peur de ça, c'est pas parce qu'on détecte un TDAH qu'on le traite forcément. Ça dépend du moment, ça dépend de l'intensité, ça dépend de la volonté de la personne aussi, hein. Et ça dépend aussi de sa capacité à prendre correctement le traitement. Mais en tout cas, c'est important de pouvoir le détecter, de pouvoir en tout cas le traiter, même non médicamenteux, parce que ça aide beaucoup quand on comprend certains fonctionnements, notamment d'impulsivité, enfin, il y a beaucoup de choses. Ça va aider, en tout cas, pour les gens qui veulent s'aider, ben, je crois que c'est important de le savoir. Oui, 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 Romain, c'est important. Et oui, on peut le rajouter plus, même à part, enfin, faire un petit point sur le TDAH. Je le ferai sur la prochaine vidéo. Merci Romain. Bah, du coup, c'était la dernière question, puisque là, en plus, on a un petit peu dépassé le temps. Du coup, je pense qu'on va clôturer. Mais ce qui est chouette, c'est que Romain a pu faire la transition avec le prochain webinaire qui aura lieu en juin et du coup, on pourra vous présenter des substances, mais aussi toutes les stratégies de réduction de risque aussi, voilà, qui sont mises en place et aussi avec l'importance aussi des termes et voilà, et de faire attention aussi à ce qui se dit et par rapport aux stéréotypes qu'on peut avoir autour du chemsex. Merci beaucoup Muriel pour ce webinaire. Merci parce que c'était un exercice dense, mais bravo de l'avoir fait. Merci à tout le monde aussi d'avoir Ouais. participé. Vous avez été nombreux et nombreuses en tout cas. Et puis bah, du coup, on vous donne rendez-vous le 11 juin. On vous enverra tout par mail et vous aurez tout d'accessible sur le site du Corévi notamment. On va se laisser du coup. On va se souhaiter une bonne journée. Au revoir et merci d'avoir été là. Merci d'organiser. Au À revoir. bientôt.